suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 16 octobre 2016 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, moi, Makoso, pardon, si, de Makoso. Désolé, parce que je suis un peu tendu. Toujours aussi taquin, Bédel Baouna. C'est vrai qu'on vous sent tendu aussi, les traits tirés, Bédel Baouna. Qu'avez-vous fait de votre nuit? C'était plutôt la journée de samedi a été très chargée. Déjà le travail le matin, l'après-midi, il fallait honorer de ma présence quand même la rencontre de dédicace de la lettre du Poul à Paris, Gare du Nord, où les débats, ma foi, ont été très houleux. Vous savez quand il s'agit de parler du Poul, ou bien de ce qui est attenant au Poul, la passion a toujours été au rendez-vous en plus. Ensuite, j'ai enchaîné par un retrait de deuil. Il fallait que j'honore la cérémonie aussi de ma présence. Et enfin, il fallait que j'aille à une veillée en hommage à un grand frère, Mwanga, Jean-Claude Yabel. Un fan de Ziana TV que nous avons perdu, cher Sir Makoso. Un grand sapeur, comme on dit au Congo. Un dandy au sens noble du terme. Il est parti. Il a rejoint les limbes. Mais c'est la vie. Voilà, c'est la vie et en même temps, Ziana TV continue toujours à vous proposer ce moment tant attendu. Mais là, on va repartir au Congo parler de cette opposition. Alors, l'opposition aujourd'hui a des marques un peu particulières. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a aujourd'hui des portiers disparus au sein de l'opposition et on cite de plus en plus, et le plus célèbre d'entre eux, c'est M. Okombi Salissa. Avez-vous de ces nouvelles, Bédel Baouna? Ah non, pas du tout, je n'ai pas. Et d'ailleurs, vous êtes le mieux informé d'entre nous, normalement. Quand je pose la question à des personnalités de l'opposition, c'est silence radio. Ils ne me répondent pas. Et peut-être que même ne savent-ils pas où se trouve M. Okombi André Salissa. Mais si vous le voulez bien, vous savez, dans le gouvernement, il y a un Tartuffe, en l'occurrence votre ami, M. Pierre Madiara. Et M. Okombi Salissa a toujours été, en quelque sorte, aussi le Tartuffe de l'opposition. Enfin, que voulez-vous dire? Voilà, quelqu'un qui entretient le flou, l'ambiguïté, qui n'a jamais démissionné du PCT, qui a été candidat indépendant, mais qui n'a jamais démissionné du PCT. Voici quelqu'un que le PCT n'a jamais sanctionné pour avoir été candidat contre M. Denis Sassou Nguesso. Et voilà quelqu'un qui avait fait croire durant la période référendaire, la campagne du référendaire, à l'occasion même du fameux meeting sur le boulevard Alfred Raoult, qu'il allait mobiliser. Au moment de la marche, je crois que c'était le 20 octobre, je crois, oui. Disparu des radars, les téléphones éteints. Et il s'est permis le lendemain d'envoyer une lettre sur Internet, comme quoi, voilà, il remerciait les Congolais d'être sortis massivement dans la rue. Alors qu'il avait promis de mobiliser. Et il a mobilisé, comment comptabilisez-vous les uns et les autres qui étaient là par rapport à tel ou tel candidat? Non. Je vous rappelle que ce monsieur, au moment où on est passé d'une forfaiture électorale au Congo à une déclinaison meurtrière dans le Poul, on n'a pas encore entendu M. André Okombi Salissa. C'est partisan qu'il est en sécurité, Bédel Baouna. Il est en sécurité parce que... Il est en sécurité. Donc cela signifie qu'il se complaît dans cette situation-là. C'est-à-dire, il joue sur les deux tableaux, le tableau du pouvoir et de l'opposition. Mais avec du recul. Il est là, il est caché. Il n'intervient ni ici, ni là. Donc, il laisse faire les autres. Et quand les choses vont se décompter, il réapparaît. Ah, mais écoutez, moi j'étais encerclé, j'étais enfermé. Mais comment fait-il? Voilà quand on nous dit qu'il est encerclé, lui, qu'il ne peut pas sortir de chez lui, ni recevoir le monde. Mais comment fait-il pour vivre? Alors, donc il avait fait des provisions de 2 ans. Je vais vous donner des informations. Je vais vous donner des informations. Je vois très bien que malgré le fait que vous brillez aussi souvent d'informations choc, et là j'ai l'impression que vous n'êtes pas informé puisque j'ai reçu sur ce plateau M. Guy Mafima, qui est donc le représentant de M. Okombi Salissa ici en France, qui a expliqué que M. Okombi Salissa a été exfiltré de chez lui, qu'il est en sécurité quelque part et qu'il travaille, il mobilise ces gars pour que Sassou demain parte. Mais qui l'a exfiltré, qui l'a mis en sécurité. Mais de quoi a-t-il peur? N'oubliez pas que c'est un ancien milicien quand même, Bédel Baouna. C'est un milicien. Il a animé le Front 400, donc il connaît quand même les... C'est là. Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'ai vu ces photos durant la période de sa milice,
Il essayait d'imiter Diawara, une barbe, béret rouge, tenue militaire. Je crois, mais n'est pas Diawara qui veut, ça il faut le rappeler, ou n'est pas Che Guevara qui veut. Mais voilà, en fait, il est venu en politique par opportunisme, c'est parce qu'il a eu une milice. Ça, c'est la seule raison. Il a été ministre de l'Éducation au Congo, de l'enseignement, je crois. Ça a été une calamité. Il a été l'un des fossoyeurs de l'école au Congo. Il n'embauchait que tous les directeurs départementaux découlaient de son parti ou bien de sa milice, la KDD. Non, non, non. Ce monsieur entretient le flou. Voilà des opposants, je crois, qu'il faudra écarter un jour de la vie politique du Congo, qui embrouillent les gens, des embrouilleurs. Voilà, il entretient le flou. Au moment où la crise est à son sommet au Congo, notamment dans la région du Poul, non, il se tait, il laisse faire les autres. Voilà. Mais si on me dit qu'il a été exfiltré, mais c'est une contradiction, mais c'est une honte, on ne devrait même pas le dire. Par qui? Il a été exfiltré par qui? Par qui? Il est en sécurité, mais où? Au Congo? C'est vrai que ça de nous le dire, peut-être de le rechercher. Si le pouvoir a estimé qu'il fallait l'exfiltrer et le mettre en sécurité, cela signifie que M. Okombi Salisa est l'un des leurs. Donc ça signifie qu'aujourd'hui vous mettez en fait cette exfiltration sur le compte du pouvoir de Station. Mais il n'y a que le pouvoir qui puisse l'exfiltrer, mais qui d'autre? L'opposition n'a pas d'armes, l'opposition n'a pas d'armée. Qui d'autre? Donc c'est le pouvoir qui l'a mis en sécurité. Et je crois que c'est un élément, c'est un argument qu'il ne faut pas balancer. C'est une information qu'on devrait éviter même de balancer comme ça, voilà, aux Congolais. C'est une honte. Voilà. C'est une honte. Ce monsieur, voilà, je n'ai jamais cru en cet homme et je ne croirai jamais en lui. Parce que ce n'est pas un homme politique, c'est un milicien comme moi. Voilà, on venait de le rappeler. Oui, mais on a bien compris le débordement. Et pourtant, il faut quand même dire que quand on voit certaines luttes politiques sur d'autres cieux, vous prenez par exemple l'ANC à son époque par rapport à l'apartheid, mais tous les leaders n'étaient pas présents sur le terrain. Et certains étaient en clandestinité, d'autres étaient en prison. C'est un peu le schéma qu'on voit aujourd'hui. Ils n'étaient pas en Afrique du Sud, mais l'un des leurs. Beaucoup d'entre eux, la majorité actuelle, surtout ceux qui dirigent l'ANC actuellement, étaient tous en prison, les Thabo Mbeki, les Jacob Zuma, aujourd'hui on a le Moukoko et tous les autres. Mais Moukoko, les proches de Moukoko, Salissa qui sont aussi en prison. Mais Moukoko, voilà un homme courageux qui n'a pas eu peur d'affronter la répression de M. Sassou. Il est là. Arrêtez-moi, il a accepté. Mais de quoi lui a-t-il peur? Donc c'est que ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un homme d'État non plus. Voilà, pas parce que s'il faut qu'il soit en sécurité, en sécurité. Maintenant, comment va-t-il mener des luttes? Comment? Ce dont vous parlez là, les anciens de l'ANC, beaucoup d'entre eux n'étaient pas en Afrique du Sud. Ils étaient en Afrique centrale, en Afrique australe là-bas chez eux. Zimbabwe, la Tanzanie, etc. Ils étaient là, ils travaillaient. Mais Okombi Salisa est au Congo. Récemment, il a fait croire sur les réseaux sociaux qu'il avait pris le vol pour les États-Unis, il avait rencontré, c'est pas le sénateur John McCain. On n'a jamais vu de photo. Jamais. Donc, je crois que c'est une embrouille. Alors, finalement, si on prendrait des termes en criminologie, à qui profite le crime, à lui-même. Et au pouvoir, c'est parce qu'il est du pouvoir, tout simplement. Ou bien c'est parce qu'il a des acquaintances avec le pouvoir. Et ça lui profite. Quand les choses vont se décompter, il pourra toujours dire, écoutez, moi j'étais pourchassé, mais un homme politique n'a pas à craindre d'être pourchassé. Il est là. Tu ne peux pas mener un combat politique si tu n'es pas sur le terrain, c'est impossible. Vous ne pouvez pas mener un combat politique si vous êtes dans les ténèbres. Pour Mokoko, les Mbogadja, pour les Makaya, leur absence sur le terrain s'explique par leur incarcération, parce qu'ils sont incarcérés. Mais lui, il n'est pas incarcéré. Et que fait-il? Il entretient le flou. Et c'est là le drame de M. Okombi Salisa. Sur le plan intellectuel, il a toujours été une calamité, d'ailleurs, je l'ai déjà dit ici. Et sur le plan politique, c'est un poison. Il fait capoter le combat des autres. Parce qu'il est là, voilà, quelqu'un qui a toujours affiché sa prétence. Si on prend exemple, vous lancez un appel au Okombi Salisa qui sort du bois, qui vient. Mais s'il est courageux, mais il ne le fera pas. Mais il ne le fera pas. Ce n'est pas un homme politique, arrêtez. Parlons des hommes politiques. Alors, parlons des hommes politiques. Avez-vous lu la lettre ouverte du collectif conduite par Mathias Menzon, adressée à l'administration Guesso le 12 octobre dernier? Ah oui, je m'en suis un peu imprégné. Alors, j'étais un peu quand même stupéfait, vous savez.
dès l'incipit, dès les premières phrases, de flatter M. Sassou, voilà, dans le sens du poil. M. Sassou, nous venons à vous. Attendez. Enfin, c'est quand même une institution Vous ne pouvez pas contester la légitimité. Mais vous ne pouvez pas contester la légitimité de M. Sassou tout en le flattant. Pourquoi parler de flatterie, Médel Baouna? Respectez les décisions. Est-ce que vous l'avez lu cette lettre-là? Je l'ai lu, Médel Baouna. Mais, c'est-à-dire, le problème aujourd'hui qui se pose au Congo, c'est le flou. On ne sait pas où on va. Il est à l'image même les locaux collectifs, là, c'est parti, est à l'image de M. Okomi Salissa ou de M. Marion Monzimba. Voilà un autre homme. Si vous le permettez, une petite digression, je reviendrai sur la fameuse lettre. Voilà aussi quelqu'un qui entretient le flou. Il avait reçu une convocation, voilà, je suis incarcéré par exfiltré Kinshasa. Il vit en France, tranquille. Il a fait croire aux gens qu'il avait été arrêté. Ou bien qu'il avait été convoqué à la DGST. Voilà, c'est comme ça. Et je vous rappelle que cet homme est prof de sciences politiques. Mais le problème avec lui, c'est qu'il oublie que, et sans doute dans sa tête, il pense que la science politique est la science du pouvoir. Non, la science politique, c'est l'univers politique. C'est la science de l'univers politique. Et pour lui, l'univers politique ne se limite qu'au nord, puisqu'il milite pour que le pouvoir reste au nord. Si vous vous souvenez, c'est lui qui a été à l'origine de la zizanie qui a failli avoir lieu entre Mokoko et Kolela. À un certain moment même, et j'ai appris que Mokoko ne prenait plus Kolela au téléphone, parce que M. Marion Monzimba lui avait monté la tête. Pour M. Marion Monzimba, qui, je vous rappelle, n'est pas anti-pouvoir. Il est anti-Sassou et anti-Okemba pour des raisons personnelles. Mais il est pour que le pouvoir reste au nord. Il avait même dit que oui, Mokoko sera élu sans les voix du pouls. Oui. Ça, c'est les coulisses. Alors, maintenant, le contenu maintenant, puisque vous avez déjà donné quelques points sur la forme, le contenu des débats. Oui, mais le contenu, que disent-ils? Ils ont, ce qui m'a un peu marqué, c'est la chronologie des faits, de ce qui se passe dans le pôle. Notamment, ils nous ont révélé que le 7 octobre dernier, donc c'était il y a quelques 9 jours, je crois, qu'il y a eu un hélicoptère qui a été abattu dans le pôle. Il y avait deux Ukrainiens et puis 10, mais tous des mercenaires. Donc cela signifie que la guerre ou bien les violences que M. Sassou mène dans le pôle ne finiront pas tant qu'il ne reviendra pas à la table des négociations. Et c'est ça qu'il veut d'ailleurs aussi M. Sassou. Et c'est Mathias Nzon qui le révèle, mais le pouvoir ne le dit pas. Le pouvoir, Télé Congo, ou bien les journaux proches du pouvoir n'ont pas révélé cette information. Ils ne nous ont pas donné cette information. C'est une information d'intérêt général. Et tout média a le devoir de la donner. Rien. C'est dans cette lettre. Et je crois que c'est le point essentiel de cette lettre. Je me demande qu'est-ce qui est arrivé à Mathias Nzon et à ses amis pour révéler cette information. Est-ce qu'il n'y aura pas de représailles? Je ne sais pas. Alors, on a vu aussi qu'ils reviennent en fait sur les points, les propositions au lendemain du 4 avril, puisque Mathias Nzon et consorts demandent ainsi qu'on puisse arrêter les bombardements, qu'on revienne à un dialogue inclusif, que tout le monde se réunisse. Ça, tout le monde le dit, tout le monde appelle à l'arrêt des bombardements. Rien de tel. Les bombardements continuent, nous dans le pot. Continuent. Tous les jours, des bataillons d'armée, le pôle actuellement est en état de siège. Le pôle est en état de siège, comme si nous étions en Syrie à Alep. Le pôle, c'est le sentiment, moi c'est l'impression que donne la région du pôle actuellement. Et donc, vous entendre cette lettre ne sert à rien finalement. Mais elle ne sert à rien, les gens avec des mots. À part, mais est-ce qu'ils peuvent aller loin? Pourquoi ne seront-ils pas tous ces hommes politiques qui appellent à l'arrêt des bombardements, ne seront pas dans le pôle pour servir de bouclier? C'est ça le combat politique, c'est ça aussi la stratégie. Vous n'arrêtez pas les bombardements, nous nous rendons dans le pôle de gré ou de force. Alors à ce moment-là, tuez-nous. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. C'est une classe politique bizarre. Voilà, en parlant maintenant des hommes et des femmes qui sont tombés dans le pool.
Le 11 octobre dernier, le gouvernement a organisé, un peu à la surprise de tout le monde, une cérémonie en mémoire des victimes des incidents du Pau. Or, ces incidents ont été qualifiés dans l'hommage du Premier ministre, M. Mwamba, en acte terroriste. Quelle analyse de débat vous savez, si vous vous souvenez d'un décryptage où j'avais évoqué, parlons en fait, comment dirais-je, de cette concurrence mémorielle, pour ainsi dire, j'avais évoqué un auteur ici, Lucien Sfez. Il dit la symbolique jaillit de la défaillance de la représentation. Donc, à défaut d'un acte courageux, de dire non mais arrêtez, on se lance dans le symbolisme, dans la mémoire. Voilà. Et ils ont rendu hommage seulement à des militaires ou bien à des miliciens, pas aux victimes civiles, pas des victimes civiles. Non, pas du tout. C'est déjà une faute grave. Donc, c'est déjà une mascarade, c'est déjà une magouille terrible. Et quand on lit le discours de Clément Mwamba qui appelle M. Ntoumi de se présenter devant la justice, c'est déjà une contradiction. Puisque un terroriste ne se présente pas de lui-même à la justice. Un terroriste, on le traque, on le capture, on l'emmène de force. Mais là, M. Clément Mwamba demande à Ntoumi de se présenter de lui-même. Kokakala a fait la même chose, instruisant les forces police à arrêter Ntoumi, à ramener quoi du... Donc, vous savez, c'est là où cette affaire commence à dérouter. Qui manipule qui? À qui profitent ces crimes? Nous n'en savons rien. Le problème de M. Mwamba, c'est qu'on lui a demandé d'aller au dialogue. Et d'ailleurs, il avait insisté dès sa prise de fonction sur cette notion-là, le dialogue, ou bien par voie d'extension, le vivre ensemble, je ne sais pas quoi là. Maintenant, ils y ont renoncé. Parce qu'ils savent que si dialogue il y a, le dialogue aboutira forcément sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Que lui ne pourra pas présider, ou bien que lui, voilà, ne pourra pas diriger. Donc il sautera. Donc chacun ne pense qu'à ses intérêts. Donc tout ce que M. Clément Mwamba, ou bien ses amis du pouvoir, ont fait mardi 11 octobre à Brazzaville, relève purement et simplement de la magouille. Alors, de la magouille, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que 6 mois après ces incidents, ou je dirais dans cette crise de Pau, qu'on commence à honorer des morts alors que la crise elle-même est quasiment à son paroxysme? Mais Sassou a toujours voulu, chaque fois qu'il a commis des forfaitures, ou bien chaque fois que les siens ont été tabassés ou ont été abattus, il a toujours voulu apaiser les gens du pays comme il le dit lui-même. Il l'avait déjà fait par le passé. Donc c'était pour apaiser les mamans de ces pauvres mercenaires ou de ces pauvres miliciens. Car un militaire digne de ce nom ne peut pas accepter d'aller bombarder son compatriote. Le rôle ou le devoir d'un militaire, c'est de sécuriser, c'est d'abord la nation. Un militaire est un homme d'État. Donc son rôle, c'est plutôt la nation et non de servir un homme. Ce que font les militaires qui vont dans le pool n'obéissent qu'à une logique, c'est-à-dire celle qui consiste à servir un homme. Et ce que fait aussi M. André Okombakala, je crois, le procureur militaire colonel, c'est de rendre la justice au nom d'un homme et non au nom d'une nation. Donc ces militaires qui sont tombés dans le pool, voilà, notre pays a un instinct, celui de servir M. Sassou. Et voilà, je ne voudrais pas ici, comment dirais-je, pilonner les morts, oui. Mais je crois qu'ils ont été eux-mêmes responsables de leur propre perte. Bédel Baona, un homme aujourd'hui qui lui aussi veut servir Sassou en tant que beau-père ou beau-fils, c'est M. Hugues Golondélé, maire de Brazzaville. M. Golondélé s'est découvert des talents d'écrivain puisqu'il a publié récemment un livre avec un titre un peu bizarre, Le Parti congolais du travail, faire la politique autrement. Alors Bédel Baona, on a regueulerait, mais ce n'était pas vraiment en rire, puisque là, le presse était en prend pour ce gars,
Vous l'avez lu, Bédé Barona, quelle analyse en faites-vous? Tout le monde aujourd'hui, que ce soit de Brazzaville à Kinshasa, à Paris, à Singapour, à Shanghai ou à Mexico, tout le monde veut faire de la politique autrement. Mais sans jamais aller dans le fond, sans jamais détailler, nous donner la manière dont ils comptent faire la politique autrement. J'avais passé presque toute une journée avec le maire de Brazzaville à Paris. Nous sommes au mois de novembre. Avec le grand frère d'Alain Akwala d'ailleurs, Gogoelo, qui est conseiller en matière de sport sportif de M. Sassou. Et à table, toute la journée, nous ne parlions que de ce livre-là. Et il m'avait demandé de le taire. Je dis, non, je respecte toujours quand je donne parole, je la respecte. Mais je sais, nous sommes en novembre. Il avait écrit le livre était déjà prêt depuis novembre dernier, novembre 2015. C'était en prévision du congrès du PCT qui s'annonce dans 2 mois. Et vous savez que M. Sassou a envie de confier le Parti Congolais du Travail à son fils. Donc les uns et les autres commencent à se bousculer au portillon. C'est une charge contre Pierre Ngolo, en fait, contre l'actuel dirigeant. Et ce qui est peut-être important dans ce livre, c'est qu'il part du constat selon lequel les Congolais ont dit oui, selon lui, à Denis Sassou Nguesso, mais non au PCT. Vous remarquerez que le PCT a disparu des radars depuis longtemps. Tout à fait. C'est parce que le PCT fonctionne comme une secte, comme je l'ai toujours dit. Il y a un gourou et puis les autres suivent, ou bien vous dégagez. Bon, maintenant, pourquoi M. Hugo Ngolodélé a-t-il écrit cette philippique contre l'actuelle direction du PCT, dont on sait d'ores et déjà qu'elle ne sera pas reconduite? C'est impossible. Pierre Ngolo ne sera pas dans 2 mois de nouveau le secrétaire, sauf miracle. Alors là, donc, il aurait été fort. Mais pourquoi M. Hugo Ngolodélé a-t-il balancé cette philippique? Il n'y a qu'une seule explication, c'est qu'il souhaite lui aussi prendre le PCT, du moins avoir un rôle central dans ce parti, sachant qu'il est aussi malmené à la mairie de Brazzaville par un certain M. Ingani, je crois savoir, qu'il est malmené, avec qui il est en concurrence. Donc il le sait, donc c'était le moment. Mais hélas, comme cela est fréquent dans la classe politique congolaise, qui est expert en constat, on n'analyse rien. Puisqu'il ne nous explique pas dans ce livre pourquoi le PCT en est-il arrivé là. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a des questions sur le PCT parce que le fils qui lui aussi devrait prendre le PCT et là on voit le beau-fils lui aussi avoir des options sur le PCT. Est-ce qu'aujourd'hui le clan Nguesso voudrait mettre la main sur ce parti qu'on appelle communément le parti de Maria? Mais les Nguesso ont déjà fait. Si le clan Nguesso a fait, il y a 2 clans, il y a les Nguesso et les Sassou. Donc si les Nguesso et les Sassou ont déjà fait une OPA sur le Congo, je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas une OPA sur le parti. Ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Quand Kiki a envie d'imposer un député, il l'imposera. Quand Kiki a envie d'imposer un ministre, il le fera, puisque le gouvernement a été formé sur cette base-là. Lui-même, Clément Mama, n'était au courant de rien. Donc ce n'est pas une simple coquille vide qui est devenue le PCT, qu'ils ne vont pas ramasser. Donc c'était pour se légitimer davantage. Vous savez, le PCT a été créé par Noumazalaï et Diawara. C'était pour légitimer le coup d'État de Mariam Wabi. Parce que Wabi avait mal à la tête, en se disant qu'il a accédé au pouvoir par un coup d'État. Donc il fallait lui créer une structure qui puisse fédérer tous les Congolais, qui puisse rassembler tous les Congolais. Et c'est là, je crois que la grande réussite de Diawara et d'Ambroise Noumazalaï. Bon, maintenant le PCT aujourd'hui est devenu une coquille vide, comme dirait un ancien membre éminent de ce parti, que le PCT ressemble à des radis, c'est-à-dire rouge à l'extérieur mais blanc à l'intérieur. Et ils ne servent qu'à servir les ambitions des uns et des autres. Vous savez, l'actuelle direction, tout comme tous les camarades membres, ce sont, comme dirait Alexis de Tocqueville, des ambitieux de la démocratie. Non pas ceux qui servent la démocratie, mais ceux pour qui la démocratie doit servir leurs propres ambitions. Et c'est là le dommage de ce que fut ce grand parti, le PCT.
Voilà, Bédé Barona, on va terminer et se quitter avec cette analyse. Merci Bédé Barona. De rien, cher Sa Majesté Sir Makosso. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à Noko Koumou Makosso pour les images et à vous aussi, toujours aussi nombreux à suivre ce programme. Portez-vous bien, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.